Ça se présente comme étant un accord de commerce, c'est-à-dire pour faciliter le commerce. La réalité, c'est que c'est un accord qui vient là pour donner un certain nombre de privilèges aux entreprises, leur permettre de contester des règles publiques qu'elles ne voudraient pas se voir imposer, et de sorte qu'elles puissent capter un certain nombre de marchés qu'elles n'ont pas encore. Il y a un mécanisme qui est prévu, qui est le mécanisme de règlement des différends investisseurs-États, qui permet aux entreprises de contester des règles devant un arbitre privé, pas devant un juge, devant un arbitre privé, au motif que les règles qui sont des règles publiques sont contraires à leurs bénéfices escomptés. Quand François Hollande dit qu'il faut se dépêcher de négocier avant que les peuples comprennent, c'est juste un vrai scandale. Nous, on pense au contraire qu'il est important que tous les citoyens comprennent et que du coup, la plupart des citoyens vont s'opposer à cette logique de dérégulation. Concrètement, est-ce que vous trouvez normal qu'une entreprise multinationale puisse faire un procès à la France ou à l'Allemagne en disant « vous avez mis en place un salaire minimum, je fais moins de bénéfices et donc je vous demande une réparation ». C'est du délire, c'est contraire à des siècles de démocratie qu'une entreprise multinationale puisse s'opposer à un gouvernement en disant que ses normes sociales ou environnementales sont trop élevées. Ce qui est en cause fondamentalement dans le grand marché transatlantique, c'est bien le transfert, comme le souhaitait Rockefeller dans cette célèbre citation où il disait que le pouvoir privé lui semblait l'entité la plus adéquate pour remplacer les gouvernements. C'est le transfert du pouvoir d'édicter des normes. Mais qu'est-ce que c'est édicter des normes si ce n'est l'acte principal d'un gouvernement et d'un parlement, mais avec évidemment beaucoup d'imperfections. Ce qui s'est fait jusqu'ici par les États, par les gouvernements, par les collectivités territoriales, se faisait plus ou moins au nom de l'intérêt général. Dès l'instant où ce sont des firmes privées qui ont la maîtrise de la définition des normes, ça se fait au nom d'intérêts particuliers. Et personne ne peut contester que la somme des intérêts particuliers n'a jamais fait l'intérêt général. Et moi, ce que je reproche aussi à cet accord, c'est qu'on est dans une logique libérale, de fuite en avant libérale. En disant, allons-y, faisons du commerce, organisons le libre-échange et la norme sortira des accords commerciaux. Je crois qu'il faut être dans une position autre. On établit nos normes, nos préférences, notre cadre de négociation et après le commerce, l'économie s'inscrit dans ce cadre. Mais ce n'est pas aux échanges commerciaux, aux multinationales, comme vous dites, de fixer la norme. TAFTA, c'est pour nous un risque immense au niveau global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système de santé dans la plupart des pays d'Europe, en tout cas d'Europe de l'Ouest, est basé sur un financement public ou un financement de solidarité à travers la sécurité sociale. Il est clair que TAFTA vient avec un tout autre modèle. C'est un modèle où on amène des fonds privés à travers des assurances privées. C'est un risque majeur de dualisation de la santé, c'est-à-dire que ceux qui ont la chance d'avoir un emploi, du fric, de quoi se payer une assurance privée, auront des soins de qualité, ça il faut encore voir, et les autres, ils seront dans un système d'assistance où on va leur faire des soins de deuxième zone et vraiment avec un risque majeur d'exclusion pour toute une série de la population. Très concrètement, il est prévu qu'il soit impossible, par exemple pour des collectivités locales, de prioriser l'origine des productions agricoles qui sont servies dans la restauration collective. Ça, c'est un exemple qui illustre bien comment l'agriculture industrielle peut conquérir les espaces qui étaient encore
occupés par une petite agriculture locale et dévolue à la satisfaction des besoins de la population alentour. Par exemple, moi je fournissais jusqu'à il y a quelques années l'hôpital de Villeneuve-sur-Lot en poires. Poires que j'affinais, que je préparais, que je faisais mûrir de façon à ce qu'elles soient consommées le jour même. Et il est des clauses dans l'accord transatlantique qui interdiraient en fait que les collectivités locales privilégient la production locale. Et il ne resterait finalement comme critère de choix pour les collectivités locales que la notion du prix. Si le TAFTA passait, finalement, un producteur de pêche de Californie aurait exactement le même droit d'entrée que moi. On a un avant-goût des produits du marché transatlantique offert par l'hypermarché transatlantique. Donc c'est l'avant-première de tous les produits qu'on peut avoir dans nos assiettes d'ici 2 ou 3 ans avec le marché transatlantique. Et donc on a des OGM, du lait industriel, des mille vaches comme on est déjà en train d'en faire en France, du saumon recomposé en laboratoire, du poulet aux hormones lavé à la chlorine. Donc voilà, ça nous fait un bon gros poulet. Je veux dire là, vous en avez pour votre prix et quand vous achetez le poulet. Et aussi de l'eau naturellement pétillante au gaz de schiste. Donc qui est tout à fait rafraîchissante, qu'il faut goûter. Et toutes sortes de jus de fruits dont on ne peut pas vous révéler la formule, c'est un secret industriel. Dans de nombreux États américains, ils ont déjà eux aussi des normes sanitaires. Je pense en particulier par rapport aux OGM. Il y a près de la moitié des États américains qui ont une législation qui oblige à faire état sur tous les produits de la présence ou non des OGM. Et donc, il y a aussi, les États-Unis, ce n'est pas un bloc, il y a aussi à l'intérieur des États-Unis des craintes, justement parce que toutes les avancées qu'il y a pu y avoir ces dernières années en termes de protection des consommateurs, etc., risquent une grande régression. Donc, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Parce que le problème n'est pas l'Europe ou les États-Unis. Aujourd'hui, sur les OGM, c'est Monsanto qui mène la bataille. Il ne le mène pas au nom des États-Unis ou au nom de l'Union européenne, il la mène au nom de ses actionnaires, qu'ils soient américains ou qu'ils soient européens. Les nouveaux droits donnent des pouvoirs extraordinaires aux investisseurs. De nouvelles règles pour faciliter la délocalisation de nos emplois, attaquer nos lois, demander à l'État de l'argent en compensation, modifier les règles de propriété intellectuelle, diminuer nos accès et libertés sur Internet, diminuer la protection de notre vie privée ou encore augmenter le prix des médicaments. Dans ce que cet accord propose pour fabriquer cette convergence, effectivement, on va construire des comités paritaires entre des représentants de l'Union européenne, des représentants américains, qui vont négocier pour s'entendre sur des normes. Et à partir du moment où on n'a plus le filtre démocratique des parlements, du débat public, il n'y a pas de raison qu'on oppose aux scientifiques qui vont se mettre d'accord ou aux multinationales qui vont se mettre d'accord la notion de préférence collective. Eux, ils vont décider ce qui est bon pour vous, mais surtout ce qui est bon pour eux, pour leurs échanges. Dans une négociation de ce type, il y a un deal obligatoire, c'est-à-dire je lâche quelque chose pour que l'autre lâche aussi. L'Union européenne se bat véritablement pour l'ouverture des marchés publics américains. Et en échange, ce qui serait échangé, c'est l'abandon de fait de ce que nous avons en Europe et qui figure même dans le traité de Maastricht, même si nous ne sommes pas d'accord avec ce traité, c'est le principe de précaution. Le principe de précaution qui agit de fait de manière très insuffisante, mais qui agit de fait dans un sens normatif, puisque dans le cas où il y a une incertitude, eh bien, on doit attendre pour pouvoir développer un produit, développer une technologie. C'est clair que nous avons, dans les logiques des laboratoires pharmaceutiques, des logiques de protection de tout ce qui est propriété intellectuelle, qui crée
une dynamique qui est une dynamique plutôt de protection des intérêts et des bénéfices à engranger pour les années qui suivent. Là, nous avons des doutes énormes sur notamment ce qu'on appelle les médicaments génériques en Europe, qui sont repassés au public toute une série de brevets qui aujourd'hui ont amorti déjà la recherche, etc. Donc là, nous pensons que nous risquons très fort de voir se prolonger la durée de vie de ces brevets et avoir un risque de ne pas faire bénéficier au maximum la concurrence alors sur la production de ces molécules qui ne sont plus brevetées ou réservées en tout cas au producteur initial. Alors l'accès à l'énergie est un des enjeux aussi très importants, l'accès au sous-sol. Il n'y a a priori aucun domaine qui est exclu des négociations. Donc que ce soit les services publics, les marchés publics, les concessions publiques. C'est l'Union européenne aussi qui demande aujourd'hui la libéralisation totale de la production et des services de l'énergie. Et en particulier pour tout ce que sont les hydrocarbures non conventionnels. Évidemment, nous pensons au gaz de schiste. Il y a un risque évident de poursuite dans un modèle d'énergie fossile, avec tous les risques qui se posent par rapport au changement climatique. Donc là, si on a une dérégulation telle que la demande de l'Union européenne et telle que la demande des lobbies états-uniens, Chevron, etc., bon là, on est parti pour une exploitation massive des gaz de schiste, et avec tous les problèmes que cela peut poser. On a depuis une trentaine d'années un système qui tend à remplacer la souveraineté des peuples par la souveraineté des marchés. On en pâtit déjà dans l'Union européenne. On voit bien qu'avec un marché libre et sans contrainte et avec des traités qui instaurent un dumping social partout en Europe, non seulement on a des situations totalement injustes, mais qu'aujourd'hui on est en proie à une récession et au bord d'une récession globale dans l'Union européenne. Et on voudrait maintenant appliquer exactement la même politique, les mêmes accords avec les États-Unis et avec le Canada. Si on se réfère à ce qui s'est passé aux États-Unis lors de la signature de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, on avait promis des millions d'emplois supplémentaires suite à la signature de cet accord. Et en fait, et là tous les chiffres qui nous sont donnés par les syndicats américains vont dans ce sens-là, il y a eu des destructions d'emplois, je ne parle même pas du Mexique, mais y compris sur le sol américain. Nous pouvons avoir une idée de l'impact de TAFTA sur nos vies en regardant le bilan des 20 années du traité nord-américain de libre-échange NAFTA. Depuis 20 ans, aux États-Unis, Canada et Mexique, NAFTA a été une expérience dévastatrice pour beaucoup de gens. Aux États-Unis, de nombreux emplois industriels ont disparu, car d'entrée, les entreprises ont profité de la facilité accordée aux investisseurs de se délocaliser au Mexique, où les salaires étaient seulement de $6 par jour. Quant à l'agriculture mexicaine, plus d'1 million de fermiers ont perdu leur gagne-pain. Ils ont été remplacés par les multinationales céréalières américaines qui ont racheté les terres où elles ont pratiqué la même agriculture monoculture qu'aux États-Unis. Les peuples en avant, la finance en arrière. TAFTA c'est un TISA, c'est sûr on n'en veut pas. Ils veulent nous imposer des traités en secret. TAFTA c'est un TISA, c'est sûr on n'en veut pas. Les OGM, fausses hormones, gaz de schiste et poulet chloré. Stop! Les peuples en avant, la finance en arrière. Le plus dangereux, sans en faire d'ailleurs uniquement un objet qui pourrait nous occulter le reste, c'est la régulation des conflits, c'est-à-dire la mise en place à l'échelle internationale de dispositifs de tribunaux arbitraux. C'est quelque chose de, pour nous, fondamentalement inacceptable et qui est un marqueur en termes juridiques de ce qui se passe par ailleurs en termes économiques dans le cadre de ce traité. Cela permet à une entreprise transnationale de porter plainte contre un État dans la mesure effectivement où elle estime ses intérêts lésés.
Et cet arbitrage est effectué par des juridictions privées. Et donc là aussi, il y a une privatisation du droit, véritablement, par des juridictions privées il y a déjà plus de 500 cas de poursuite d'entreprises transnationales par rapport à des États. Et le plus souvent, le règlement se fait au détriment des États qui doivent prouver qu'ils ne contreviennent pas à la concurrence libre et non faussée. Et donc, je dirais que c'est l'outil majeur du traité. Si on enlève ce mécanisme-là, à ce moment-là, le pouvoir normatif peut rester du côté de la société, du public. Prenons un exemple que bien des Européens connaissent. Lorsque nous avons perdu la bataille contre les États-Unis sur le bœuf aux hormones de croissance, les pays qui ont perdu étaient devant soit l'obligation de payer ce qu'on appelle des compensations, qui se chiffrent en centaines de millions de dollars, soit d'abroger l'interdiction, la règle, donc l'interdiction du bœuf aux hormones de croissance. Concernant les plaintes des entreprises devant les tribunaux arbitraux privés prévus par NAFTA, ce sont 400 millions de dollars qui ont été versés aux entreprises suite à leurs actions contre nos lois sur l'eau potable, la sécurité alimentaire, l'environnement, l'étiquetage et les normes réglementaires minimales. L'exemple le plus connu est celui de ce qu'a été intenté la multinationale Philip Morris en Australie, et qui a engagé une procédure contre le gouvernement australien qui lui-même de son côté avait engagé des campagnes publiques de lutte contre le tabagisme. On sait au jour d'aujourd'hui que cette décision-là a par exemple fait reculer au Royaume-Uni la mise en place de ces mêmes politiques publiques-là, tout simplement parce que ça desservait les intérêts d'une multinationale du tabac. C'est un système de gestion des différends qui est supra-démocratique ou post-démocratique. Voilà. Voilà. Et donc effectivement, la souveraineté des États, c'est-à-dire la souveraineté populaire qui se dote de règles, est assujettie à des intérêts commerciaux. Si on n'a pas des tribunaux indépendants, des intérêts commerciaux, et par contre, politiquement construit sur un certain nombre de principes qui auront été discutés, c'est-à-dire que les tribunaux publics, il faut qu'on leur donne les critères pour qu'ils puissent juger. Après, ils font de l'interprétation du droit. Mais en tout cas, on leur donne les critères. On leur dit, par exemple, voilà, que le principe de précaution, c'est un principe qui est recevable pour faire une interdiction. Le principe d'intérêt général, notamment de santé publique, c'est un principe qui est recevable pour interdire la diffusion d'un produit. La clause culturelle, c'est un principe qui est recevable pour interdire un produit, etc. Voilà. Donc c'est vers ça qu'il faudrait aller, et pas des juridictions ad hoc qui se construisent secteur par secteur et avec les parties prenantes qui sont en même temps jugées parties. Si nous reprenons véritablement ce qu'est ce projet, c'est-à-dire un transfert des normes sociales et politiques vers des normes privées produites par des firmes. Moi, j'appelle ça un coup d'État. C'est un coup d'État soft, je dirais, qui se fait sans les barbelés et sans les chars, mais c'est un coup d'État parce que c'est priver le pouvoir politique d'une capacité réglementaire. Bon, c'est un coup d'État contre la société, contre les États. C'est le lobbying qui prime. Autrement dit, nous ne sommes pas dans une situation dans laquelle ce qui va être entendu
Ça va être par exemple les associations et les ONG défenderesses de l'intérêt général, des droits des uns et des autres, mais c'est des groupes de pression, c'est des groupes d'influence qui viennent d'une certaine manière négocier et prendre place dans le cadre des négociations dans l'opacité la plus complète auprès des commissaires européens. La principale menace de TAFTA pour les citoyens européens, américains comme du monde entier est que ce type d'accord devienne un modèle commun de gouvernance mondiale, faite par et pour les multinationales. Le plus grave est que ces nouvelles contraintes ôteraient aux États le pouvoir de garantir la sécurité alimentaire ou d'assurer la stabilité bancaire en cas de nouvelle crise. C'est une combinaison qui donnera plus de pouvoir aux entreprises, moins au gouvernement et qui sera verrouillée de façon permanente. También quiero mencionar que estos tratados de libre comercio o tratados de inversiones se pueden deshacer. Je veux dire aussi que ces traités de libre-échange ou traités d'investissement peuvent être démantelés. Ce n'est pas comme s'ils étaient gravés dans la roche et qu'ils étaient éternels. En Bolivie, à notre arrivée au gouvernement, nous avions un seul traité de libre-échange avec le Mexique. Pendant 2 ans, nous nous sommes efforcés de remplacer ce traité de libre-échange par un accord de complémentarité économique. Au final, nous avons réussi, avec un résultat commercial qui n'a pas été mauvais. C'est pour dire que le soleil se lèvera toujours sans les traités de libre-échange et qu'il est préférable d'avoir des accords plus restreints qui se limitent aux échanges de biens et qui ne touchent pas à la capacité de régulation de l'État sur des sujets essentiels comme les services publics, comme l'énergie, la santé, l'eau potable ou la souveraineté de l'État sur le système commercial. La souveraineté sur son système judiciaire. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis des années, il y a des associations, des syndicats, quelques responsables politiques qui dénoncent ce qui est en train de se passer. Mais, et ça, ce n'était pas un des moindres scandales de cette affaire, c'est que ça s'est passé dans l'opacité totale. C'est-à-dire qu'on a des négociations qui ont lieu depuis des années, qu'on repris maintenant depuis 1 an de manière intensive, entre des commissaires européens non élus et Barack Obama, et qui ne sont rien de moins que de développer un accord de libre-échange entre des puissances économiques dont on voit bien que quelque part ça changerait ne serait-ce que la situation géostratégique de la planète. Bon, c'est pas normal que les peuples puissent pas s'emparer de cette question et c'est vrai qu'à travers le collectif Stop TAFTA, ce que nous faisons, eh bien, c'est d'essayer de faire connaître ce traité. Moi je pense que tout est réversible si on le veut. Le problème c'est de le vouloir. Et donc puisque manifestement, nos gouvernements, encore une fois, quelle que soit leur couleur politique, ne le veulent pas. C'est au peuple qui revient maintenant de prendre son destin en main et de dire ce qu'il n'accepte plus. Et là, nous avons aujourd'hui, comme citoyennes et comme citoyens, une responsabilité majeure, non seulement vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis des générations qui viennent. On se trouve devant un tournant historique majeur. Qui désormais va détenir le pouvoir de décider de nos manières de vivre ensemble, du vouloir vivre en commun.